Côté World of Warcraft, le mois dernier, je vous laissais sur ma théorie d'une extension redécouverte de Quel'Thalas, en m'appuyant sur les attentes de nombreux fans et de potentiels indices observables dans les sorties de montures payantes. Je ne pouvais pas ignorer par ailleurs d'autres indices notoires pointant vers les dragons et le rêve d'émeraude, faisant des îles des dragons la théorie la plus anticipée par les gens. Mon pari était donc de joindre l'utile à l'agréable en combinant les deux, sachant les liens fondamentaux entre elfes au sens large, dragons et rêve d'émeraude. Comme le sujet vous a intéressé, voici donc un petit complément. J'avais une autre vidéo en cours de montage, mais priorité au direct. J'apprenais ce 7 mars la date de la révélation de la 10.0. Ce sera le 19 avril prochain. Reste donc près d'un mois et 2 semaines à attendre. Pour commencer, que peut-on tirer de cette annonce d'annonce ? Pas grand-chose. Le retour en Azeroth est cette fois bien confirmé, il était déjà fortement suggéré par l'interview du développeur du jeu dont j'avais parlé l'autre fois. En plus de la phrase écrite noir sur blanc, remarquez que le visuel de l'annonce sur le lanceur du jeu utilise la mapmonde d'Azeroth. D'ailleurs, il s'agit de la mapmonde d'Azeroth version jeu et non version livre des Chroniques de Warcraft. Au jeu des 7 erreurs, je n'ai relevé strictement aucune différence entre le tracé des côtes de ce visuel et celui sur la carte actuelle du jeu. Pas d'archipel suspect pouvant être les îles des dragons, pas de retour de la deuxième péninsule de Quel'Thalas. Est-ce que ça enterre aussi les théories sur une éclosion de l'âme-monde qui laisserait la planète éventrée dans le même état qu'Argus ? Difficile à dire. Les développeurs ont peut-être simplement pris la carte actuelle parce qu'elle était déjà faite et tout changement apporté aurait gâché la surprise de la future annonce. Notez aussi le choix d'avoir entièrement désaturé la carte, qui était beige et colorée et qui devient entièrement en niveau de gris, en noir et blanc pour parler simplement. Qu'est-ce qu'on veut rendre comme impression quand on passe une image en noir et blanc ? Soit c'est pour évoquer quelque chose d'ancien, du fait de l'histoire du développement de la photographie dans le monde réel, on associe les images en noir et blanc aux choses d'avant les années 1950. Ou bien des choses avec un rendu artistique sur la forme et non sur la couleur. Peut-on transposer cette impression dans le monde de Warcraft ? Soit c'est pour donner une atmosphère morne, lugubre, sinistre. Est-ce une volonté de donner un sentiment de deuil ou de morosité après les épreuves traversées en Ombre Terre ? Soit c'est tout simplement le filtre niveau de gris qui est utilisé sur tous les contenus pas encore disponibles ou pas encore déverrouillés. C'est pour moi l'interprétation la plus probable. Va-t-on progresser verticalement vers un niveau 70 ou bien rester 60 ? Aura-t-on des nouveautés durables comme une classe, des spés, des métiers ou bien un énième système de gameplay parasitaire qui ennuiera tout le monde dès la bêta, sortira foireux avec l'extension, sera corrigé des lustres après et finira obsolète ou effacé pour la 11.0 ? Bon, restons côté lore car je voulais d'abord revenir sur une conséquence qu'aurait mon hypothèse elfe, dragon et rêve. Est-ce qu'une extension sur le rêve d'émeraude serait raccord avec Quel'Thalas ? J'avais évoqué le cas de l'arbre-mère Tas-Ala, mais il y a tout le vieux lore mis sous le tapis pendant des années parlant des druides de Quel'Thalas. Cette mise sous le tapis correspondait à la volonté de bien marquer la séparation, à partir de Burning Crusade, entre les elfes de la nuit et les elfes de sang, entre le rejet des arcanes dans un camp et le rejet des lois de la nature dans l'autre. Même si BC actait l'existence des druides elfes de sang, appelés botanistes, avec le donjon La Botanica, il fallait alors le prendre comme un reliquat d'une ère révolue et un savoir corrompu par les arcanes et la manipulation génétique. En raison de cette séparation, les hauts elfes ne pouvaient être jouables car ils avaient une forme intermédiaire, toujours très proche de la nature et en même temps complètement versés dans les arcanes, ce qui les mettait symboliquement en porte-à-faux avec la séparation des factions. Mais la séparation absolue des factions est en train de s'amenuiser, j'en parlerai plus en détail la prochaine fois, et le retour des mages Kaldorei bien nés dans la société elfe de la nuit à Cataclysme ont rendu ces choix de design moins imperméables. On peut donc envisager la révélation, la reformation ou simplement la formation de druides elfes de sang, ainsi que l'ajout de nouvelles combinaisons, races, classes, comme Cataclysme l'avait fait en son temps. Si on admet le changement, alors la jouabilité de nouvelles combinaisons permet d'enrichir le lore et les détails culturels sur les races fantastiques, ce qui à mon avis compense largement la soi-disant perte d'identité causée par de tels ajouts.
Je me rappelle avoir dit vers l'époque de l'extension WoD qu'avec suffisamment de créativité, toutes les combinaisons race-classe étaient justifiables, esthétiquement et historiquement, à l'exception des morts-vivants droïdes. Et puis j'ai changé d'avis vers Légion en imaginant des formes animales de droïdes morts-vivants ayant l'apparence d'animaux squelettes, ce qui fut d'ailleurs presque confirmé avec la magie de Rust des droïdes humains de Kultiras, à BFA. De façon générale, les fans les plus créatifs ont prouvé depuis longtemps que les restrictions de classe n'étaient pas indépassables. Il existe beaucoup d'attentes différentes. On pourrait avoir une 4ème spé sur les classes existantes. Il y aurait de quoi en faire une vidéo entière. On pourrait avoir une nouvelle classe. Le bricoleur, sorte d'ingénieur érigé en classe et combattant à l'aide d'exosquelettes et de gadgets, serait bien adapté à l'exigence de simplicité et de l'or terre-à-terre de ce retour en Azeroth. Il existe déjà en jeu pour des PNJ tels que Gazleux, l'ex-baron du cartel gobelin Jante Pression, nommé prince marchand du cartel Baïfon, jouable dans la Horde suite à la disgrâce de Gallywix, ou encore avec Galbin Mécanivel, le chef de faction des gnomes dans l'Alliance. Cette classe serait évidemment faite pour les gnomes et gobelins, mais faudrait-il la restreindre, comme le chasseur de démons fut restreint aux elfes de la nuit et elfes de sang, ou l'étendre, comme le moine fut ouvert à la plupart des races? Dès BC, les elfes de sang et les Draenei ont prouvé leur capacité à être des ingénieurs redoutables. Les elfes de sang ont construit les sentinelles des arcanes, puis plus tard les golems d'Anima. Les Draenei ont les vigilants, d'Oshindun et d'Argus. Ils ont une caste d'artificiers avec un exarque dédié au sein de leur commandement en Draenor. Les Sanctoforges ont littéralement des mechas de combat. Les nains et les sombres fers ont des chars et des golems. Les sacres nuits ont leurs propres assemblages arcaniques. À leur façon, les Andalari ont des golems d'âme. Selon qu'on limite le concept aux mécaniciens purs, gobelins et gnomes, ou qu'on l'étende aux constructions d'arcanes, d'âmes, voire de chair, beaucoup de races seraient imaginables en bricoleur, morts-vivants, orques roche-noire, etc. Cette classe porterait une armure de type maille pour rééquilibrer les types d'armure dans le schéma actuel des classes. Le barde, ou ménestrel, est une classe de fantasy classique qui aurait pu trouver sa place dans Warcraft depuis longtemps. Elle existe déjà à l'état de Thrace avec le PNJ Chanteloge Forestin à Stratholme, les grues du temple de Yulon en Pandarie, ou à travers certaines techniques comme l'hymne divin des prêtres. Le rôle de soutien étant plutôt absent de la trinité tank-soin-DPS dans la mécanique de WoW, on peut imaginer des chansons apaisantes et régénératrices en heal, éventuellement du tank avec un bouclier de mur de son et du DPS par attaque sonore comme en font les Banshees ou l'élémentaire de son Marmon en Outre-Terre. La classe nécromancien mordrait beaucoup sur les thèmes du démoniste spé Affliction et du chevalier de la mort spé Impie, mais ça s'est déjà vu avec le chasseur de démons qui a littéralement pillé le gameplay du démoniste spé Démonologie de Mop WoD. En l'absence de spé mort pour la classe prêtre, au vu de l'évolution de l'aspect ombre en un manieur du vide, le concept de prêtre des morts pourrait devenir l'aspect soigneur d'une classe nécromancien. Durant un certain temps sur Shadowlands, le nom de nécromancie fut associé aux techniques des congrégations dans l'Ombre-Terre, avant qu'ils ne se rendent compte que ça a prêté à confusion et retconnent ce terme dans l'interface du jeu. D'ailleurs, que deviendront ces techniques une fois Shadowlands terminé? Va-t-on les conserver? Va-t-on nous les supprimer comme ce fut souvent le cas dans les extensions passées? Y aurait-il de la place pour développer une classe à part, à côté de toutes ces techniques, comme une sorte d'héritage laissé par Shadowlands? On n'aura peut-être pas la réponse avant longtemps. Inspiré des noms d'unités des anciens jeux de stratégie Warcraft, du vieux RPG sur table ou de certains PNJ énigmatiques, on pourrait continuer cette liste de classes possibles encore longtemps. Beaucoup sont trop spécifiques à une race précise ou sont en fait déjà distillés parmi les classes existantes à travers des techniques emblématiques. Le maître des runes, qui faillit sortir pour WoTLK, s'approche du chaman, du moine et du chevalier de la mort, ce qui est aussi le cas du marcheur des esprits Tauren. Le sorcier docteur et le chasseur des ombres chez les trolls se retrouvent dans à peu près toutes leurs classes. La prêtresse des lunes est un mélange de prêtre, druide équilibre et chasseur, spécifique aux femmes elfes de la nuit. Le chevalier dragon, connu par un unique PNJ de la zone de départ Draenei de BC, ou encore le maître lame orc et Draenei Sanctoforge sont des concepts très proches du guerrier, avec des éléments de voleur. Le brise-sort thalassien et le mage de bataille pourraient cependant former un intermédiaire novateur entre le mage et le guerrier.
Enfin, la classe chronomancien fut aussi spéculée à une époque. Elle pourrait soigner en ramenant les blessures en arrière dans le temps, devenir une classe de soutien en accélérant le rythme des dégâts dans un groupe, comme le fait la technique de mage depuis Cataclysme. Le rapport serait justifié si c'est un thème d'extension impliquant les dragons du vol de bronze ou impliquant un changement de ligne temporelle à l'image de WoD. À propos de voies temporelles, parlons des hypothèses de fans autres que la mienne et que celles sur les dragons, et notamment celle d'un changement de temporalité lors du retour sur Azeroth. L'une d'elles est qu'on aurait passé trop de temps en Ombre Terre, où le temps s'est écoulé à une vitesse différente, prétexte pour faire une ellipse de plusieurs années, décennies ou siècles, et découvrir une toute nouvelle Azeroth du futur. Cette idée m'est désagréable car en roleplay, ça veut dire que soit notre personnage a vieilli d'un coup, voire est mort de vieillesse en restant sur Azeroth, soit il est allé en Ombre Terre. Les personnages avec un niveau inférieur à 60 vivraient alors dans une autre époque que les autres, ce qui créerait une séparation formelle qui n'avait jamais été aussi loin. De plus, ça casserait la continuité représentée par les portails d'Oribos et le fait qu'on va et vient déjà entre l'Ombre-Terre et Azeroth sans relever le moindre décalage dans le temps. Mais ça pourrait être expliqué par un événement précis, un problème dans Zereth Mortis répercuté dans les autres Zereth cosmiques et aboutissant à cette séparation. Quitte à changer d'époque, certains ont aussi spéculé sur un retour dans le passé d'Azeroth, passé alternatif bien sûr à l'image de Draenor de WoD. Le voyage dans le temps est un des points noirs retenus contre WoD, je ne pense donc pas que ce serait sage de leur part de retenter l'expérience. Bien sûr, ce serait le prétexte parfait pour recréer Kel'Thas, telle qu'elle était avant sa destruction par le fléau, découvrir Lordaeron d'avant Fossoyeuse, Khalidar d'avant Teldrassil et a fortiori avant le génocide de son incendie à BFA. Dans ce cas, le sous-entendu du scénariste Danuser prendrait tout son sens, refermer le chapitre du jeu qui remonte à Warcraft 3. C'est un peu radical, mais paradoxalement pas assez. Ce serait un reboot, redémarrage du lore de la franchise, mais sans remettre en cause la cosmologie, les délires cosmiques et temporels, et finalement le vécu de nos personnages. Il resterait les zones époque BC Cataclysme, accessibles via Chromie. Est-ce que les nouveaux personnages seraient forcés de s'y rendre, les coupant là encore des joueurs niveau 60 ? Ou est-ce que tout le monde pourrait directement créer son personnage dans cette Azeroth toute nouvelle, toute belle, laissant le contenu de ces dernières années à l'état de vague cauchemar qu'on préfère oublier ? Ça voudrait alors dire qu'ils auront développé toute la nouvelle zone de départ, confins de l'exil, juste le temps de Shadowlands, et j'ai du mal à y croire, bien que ce serait en fait assez cool de tourner la page. Que ce soit dans le passé, le futur ou le présent, l'idée avec ce retour en Azeroth est de découvrir des anciennes zones entièrement repensées. C'est d'ailleurs aussi la base de mon hypothèse sur Kel'Thas. Ce travail de refonte graphique a commencé à BFA avec les zones de front de guerre, Sombrivage et Arati, qui fut arrêté alors qu'on avait entendu parler des Tarides et même de Lune d'Argent. Pourquoi cet arrêt ? Peut-être parce qu'il fut décidé à ce moment de garder ces refontes pour une extension dédiée ? Cataclysme avait remodelé toutes les régions classiques et mis de nouvelles quêtes, parfois débiles malheureusement. Or, beaucoup de joueurs avaient reproché ce côté réchauffé, malgré l'ajout de vraies nouvelles régions à haut niveau. Cela représente donc un travail colossal pour un retour critique mitigé de la part des joueurs. À cause de ça, le monde de Warcraft, qui à Cataclysme promettait de devenir dynamique, est resté figé avec une temporalité discordante entre continents, Outre-Terre figée à BC, Pandarie figée FAMOP, etc. Si ce n'est pas une nouvelle version d'Azeroth, une nouvelle version d'une région en partie connue comme Kel'Thas, ce doit être un nouveau continent, ou bien des îles non répertoriées. Outre les îles des dragons, on sait qu'un grand nombre d'îles restent à découvrir dans la Grande Mer et les mers du Sud. On a découvert un certain nombre d'îlots à BFA avec la mécanique d'exploration. Des noms restent cependant en suspens, Iji, Tel Abim. Autant d'occasions laissées en suspens d'offrir un world building adéquat pour les ancêtres des humains des tribus bas le désert de Tanaris ou des humains à peau noire en Stranglerons dans l'univers étendu du roman Traveller ou en Kultiras. Et si on veut plus gros qu'un archipel, il faut changer de mer et regarder au-delà, à l'ouest de la mer Voilée, à l'est de la mer Interdite ou encore au sud de la Pandarie. Tout est possible dans cette hypothétique face cachée d'Azeroth ou au pôle sud, absent des globes terrestres même des titans. Mais on sait que dans cet univers, l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence.
Odin ou Loki n'aura pu effacer cette terra incognita des archives par exemple. On ne peut pas faire d'équivalence claire entre un continent d'Azeroth et notre terre réelle, quoique les royaumes de l'Est évoquent l'Europe à laquelle on aurait collé un bout d'Amérique du Sud, Kalimdor un mélange d'Amérique et d'Afrique, et la Pandarie l'Asie bien sûr. Toujours est-il que ça laisse diverses inspirations possibles jamais encore utilisées dans le lore. L'Océanie notamment, que Pokémon a traité dans ses versions Soleil et Lune, n'a pas vraiment d'équivalent. Les pirogues des trolls Sombrelance peuvent rappeler certains aspects, mais c'est tout. Une référence à la Polynésie, l'Australie, la Papouasie, la Nouvelle-Zélande, voire l'Antarctique pourrait fournir de quoi worldbuilder un continent inconnu. C'est sur cette idée qu'on délirait à l'époque de WoD sur le forum l'idée d'une extension Sands of Kangustralia par analogie à Mist of Pandaria. Je ne crois pas qu'on ait d'équivalent des marsupiaux dans la faune d'Azeroth, je ne vois que les marsouls dans la faune d'Argus avec leur museau de koala. Une autre idée suffisamment en vogue pour avoir eu droit à son propre fan concept à une époque, c'est un retour au Norfandre pour explorer les souterrains d'Azjol-Nerub, dont on aperçoit les salles immenses non visitables dans les donjons de WotLK. Les devs d'époque ont admis qu'il restait des choses à y découvrir. Point récemment rappelé lors d'une interview durant Shadowlands pour justifier l'esthétique similaire des Lich, des créatures d'Ombre-Terre et des Nérubiens. La transition entre Shadowlands et Azjol-Nerub marquée par le fléau serait assez naturelle, mais ce thème me semble un peu déprimant si toute une extension reposait sur lui seul. Peut-être un futur patch, en tout cas je pense qu'on peut l'écarter comme thème principal compte tenu des 2 montures de boutique et du datamine de montures de luxe. Il reste aussi tout un monde inconnu sous les mers, dont on n'a finalement exploré que quelques côtes, la zone de Vashj'ir, le rivage brisé soulevé par Gul'dan et Nazjatar, l'ex-Zin Ashari. La reine Ashara, vaincue à BFA, parvint à s'enfuir à travers le vide en laissant entendre qu'il existe un lieu de pouvoir plus important encore que Nazjatar et la cité endormie de Ny'alotha. J'en profite pour souligner l'existence d'un Apax jamais expliqué à BC où un géant des mers dans les troupes de Dame Vache jure en invoquant les grands courants d'Agéon. On peut imaginer qu'Agéon est un lieu sous-marin. Est-ce celui auquel Ashara faisait référence? Mystère. Un arc narratif un peu obscur avait été ouvert à l'occasion du scénario de race alliée des orques Magar, scénario absolument catastrophique pour rappel, qui révélait la Draenor alternative du futur, où Irel, l'héroïne Draenei de WoD, a pris le pouvoir guidé par la version alternative de la Naru Xera ou une homologue, et a soumis ce monde à une théocratie de la lumière, révélant de fait un aspect inquiétant de cette énergie et atténuant la malfaisance du vide et la malfaisance des orques de la Horde de Fer qui étaient devenus des héros par un Deus Ex Machina moral à la fin de WoD. Bien sûr, cet arc ne peut être central au lancement de cette 10.0 azérothienne, mais il participe au schéma plus global de la guerre entre les armées de la lumière et le vide. Or, sur Azeroth, on a déjà justement les figures de Aléria et Turalyon, revenus de leur croisière de 1000 ans dans le néant distordu aux côtés de l'armée de la lumière. Turalyon est de fait le nouveau régent du trône de Hurlevent, tandis qu'Anduin est captif du geôlier en Ombre-Terre. Certains pensent qu'il pourrait tourner exactement comme cette Irel du futur et amener la lumière sur Azeroth par la force. Tandis qu'Aléria, prototype des elfes du vide, est aussi une haute elfe. Je vois déjà comment un arc lumière contre vide pourrait prendre forme à partir d'une extension de redécouverte de Kel'Thas, avec un puits de soleil et les elfes de sang aux yeux dorés côté lumineux et des forces du vide tournant autour. Pour marquer la présence de ces 2 énergies dans chaque faction, certains elfes de sang pourraient être corrompus à leur tour par le vide, et certains elfes du vide pourraient basculer dans la lumière et redevenir basiquement des hauts elfes, ce qui serait l'occasion de donner enfin aux fans ce qu'ils attendent depuis 15 ans, en les délestant des derniers problèmes posés par les elfes du vide joués comme hauts elfes actuellement. La voix modifiée, le racial aléatoire en combat de forme de vide, le sang violet en cas de blessure, et l'impossibilité de jouer paladin. L'extension Légion, qui se trouve être ma préférée dans WoW moderne, avait su développer une fantaisie de classe très poussée en allant jusqu'à donner une identité et du lore pour chaque spécialité.
Les 12 halls de classe, appelés domaines, les armes prodigieuses de spé, avec des suites de quêtes propres, du lore dédié, la monture de classe, la tour des mages formaient tout un aboutissement de ce design. Le design fondé sur les factions ABFA, avec sa campagne militaire, n'en était qu'une imposture. Pire, bien qu'on ne pensait pas cela possible à BFA, la tentative de design fondée sur les congrégations à Shadowlands, des congrégations dont personne n'avait jamais entendu parler, ne pouvait susciter que notre indifférence. Maintenant, peut-être ont-ils finalement lu et tenu compte de nos commentaires déjà rédigés à Fin Légion, et utilisé cette occasion d'un retour en Azeroth, quel qu'il soit, pour axer le design d'extension sur un point fondamental du MMORPG qu'était Warcraft, ses races fantastiques. Les races alliées ont démultiplié cet aspect, mais sans qu'on ne se sente jamais à la maison en tant qu'aventurier sur aucune d'elles. J'avais espéré après Légion une extension qui réinvestirait les différentes capitales comme hall de race, comme équivalent des domaines de classe, mais cette fois dédié aux villes emblématiques en fonction des origines de son personnage. Mettant de côté la guerre forcée et absurde des factions, ainsi que les délires cosmiques, il s'agirait de reprendre pied dans les capitales classiques comme Hurlevent, Orgrimmar, Forgefer, Python du Tonnerre, Lune d'Argent, ou plus récentes comme les îles de l'Écho, la Nouvelle Bricabroc. Reconstruire et réhabiliter comme à Fossoyeuse, voire carrément fonder une nouvelle capitale comme après la destruction de Darnassus. Et qui dit avoir un chez-soi, dit aussi housing, un système cosmétique permettant aux personnages joueurs d'aménager leur propre mini-instance ou leur propre parcelle de terrain. Wood a faussement introduit un pseudo-housing avec le fief, mais à trop vouloir en faire un système de jeu et à empêcher tout choix cosmétique, c'était une vaste fraude qui fut concrètement une sorte de capitale d'extension où chaque joueur était instancié seul avec lui-même. J'ignore encore si Blizzard aura finalement su attraper ce train en marche pour cette 10.0 bien des années après ses concurrents, et si oui, si la qualité sera au rendez-vous. Ceci dit, l'annonce d'un futur groupage interfaction et les efforts engagés pour la personnalisation cosmétique des avatars me laissent encore un vague espoir. Je vais m'arrêter là car il reste sûrement bien des hypothèses d'extension, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et pensez à vous abonner pour le prochain WoW Côté Lore et pour le compte rendu de l'annonce d'avril. Ciao tout le monde!